que 100 ans plus tard, on peut réussir à craquer Enigma, la machine que les nazis utilisaient pour chiffrer leurs messages secrets pendant la Seconde Guerre mondiale? Cette vidéo est sponsorisée par Infomaniac, je vous en parle juste après. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des secrets les mieux gardés de l'Allemagne était une Enigma. Pour commander la Wehrmacht, redoutable machine de guerre, ils avaient besoin d'un système codé véritablement protecteur. La machine à crypter Enigma avait un clavier de machine à écrire dont il fallait presser les touches pour coder le message, lequel ressortait sous forme de lettres éclairées sur un écran. Mai 1941, le U-110 n'aimait plus. Il a été capturé au large des côtes islandaises. Sa machine Enigma et le livre de code qui en précise les réglages sont expédiés à Londres. Le mathématicien britannique Alan Turing et une équipe de cryptologues se mettent au travail. Turing n'a encore jamais vu de machine Enigma, mais il va bientôt la connaître dans ses moindres détails. Ça a pris des années avant que Alan Turing trouve une méthode pour pouvoir craquer l'Enigma et déchiffrer tous ces messages. Et ça, en gros, c'est parce que même si on arrive à piquer à la machine à des nazis, il y a quand même des trillions, des millions de possibilités différentes de paramétrer la machine pour pouvoir décoder le message. Mais la question que je me pose, est-ce que si à l'époque, ils avaient les ordinateurs et toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ils auraient pu craquer l'Enigma beaucoup plus facilement? Moi, je me dis que 100 ans plus tard, avec les ordi balèzes qu'on a, on peut juste brute forcer, calculer toutes les combinaisons possibles. Ça devrait prendre quelques secondes. Et donc, pour essayer de la craquer, il faut bien que j'en ai une. Mais quand j'en ai pas une physiquement, il va falloir que j'en crée une virtuelle. Et donc, je vais simplement coder en Python un petit programme qui va répliquer le fonctionnement original de l'Enigma. J'ai fait des petites recherches un petit peu hier. Là, on est le deuxième jour. J'ai appris le fonctionnement de la machine. Comment est-ce que quand on appuie sur une lettre, ça va dans les rouleaux et chaque rouleau change la lettre. Il y a 3 rouleaux et ensuite ça rentre dans les rouleaux, donc ça rechange encore 3 fois la lettre. Ensuite, ça repasse devant la plugboard où ça rechange encore une fois la lettre avant d'arriver sur l'écran où ça affiche la lettre qui a été changée. En plus de ça, les rouleaux ils vont tourner pour pouvoir changer à chaque fois qu'on appuie sur une lettre pour que ça chiffre d'une manière différente la lettre. Et en plus de ça, on peut changer à quel moment ils vont tourner et on peut aussi changer les rouleaux et l'ordre des rouleaux. Donc je sais plus ça fait combien, le nombre de possibilités totales avec tous les paramètres différents qu'on peut changer, mais je crois que c'est dans les millions de possibilités. Donc on va essayer plusieurs techniques. Probablement que la première, ça va être de brute forcer. On va essayer de estimer combien de temps ça pourrait prendre pour pouvoir essayer toutes les combinaisons possibles. Et comme ça, on serait sûr de à un moment tomber sur la bonne. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de commencer un petit peu à coder ou idéalement trouver des morceaux de code à droite à gauche pour pouvoir simuler ça sur mon ordi et pouvoir commencer à tester. Putain, je suis en train de galérer depuis hier. Je suis en train d'essayer de recoder comment marche l'Enigma. Parce qu'en gros, avant de pouvoir la craquer, il faut que je puisse avoir un programme qui l'exécute correctement. J'essaie de vérifier par rapport aux autres trucs que j'ai trouvés. Là, je viens de trouver un émulateur qui affiche le fonctionnement interne des rotors pendant qu'on est en train de taper. Donc ça m'aide un petit peu à débugger. Donc là, je peux voir exactement quand je tape A, là ça vient ici, ça devient un J, puis ça devient un B, puis ça devient un H, puis ça revient blablabla. Et comme ça m'aide à essayer de coder mon truc. J'ai encore quelques petits problèmes là. J'ai la bonne moitié. Quand ça part dans ce sens-là jusqu'au H, j'ai la bonne réponse. Mais après, j'ai encore un petit bug pour le retour. Mais je pense avoir compris comment le faire. Là, ça m'a grave aidé. Sinon, je pense que j'aurais jamais réussi si j'avais pas eu ce diagramme. Je continue, on verra bien. Entre-temps, la nuit est tombée, mais j'ai finalement réussi. J'ai mis le message AAAA hello et ça me le convertit en FTZYPJ machin. Et moi, dans mon code, j'ai tout mon code, j'ai tout le debug qui m'écrit toutes les étapes pour pouvoir débugger. Et le résultat, c'est bien la même chose. FTZYP là. Ça veut dire que là mon code fonctionne. Il y a encore pas mal de trucs à ajouter. Déjà je vais tester avec des plus gros messages pour voir s'il n'y a pas d'autres bugs. Parce que là un message de 6-7 caractères, il y a peu de chances qu'il y ait des gros bugs. Une fois que j'aurai fini tous ces bugs là, il va falloir que je remodifie mon code pour pouvoir tester plein à la fois. Et puis pour voir combien de temps ça prend. Ok, en fait je pensais que j'avais fini, il me restait encore voilà les bugs. À chaque fois que je prenais un message un peu plus grand, genre ça marchait mais jusqu'à un certain moment, je corrigeais les bugs, je prenais un plus grand message, je retrouvais des bugs. Mais là, au final, ça y est, on y est. Là, j'ai pris un message assez long, lorem ipsum, blablabla. J'ai pris les settings et je les ai encodés comme ça. J'ai trouvé une petite visualisation ici. Ça m'a grave aidé parce qu'en gros, je peux visualiser qu'est-ce qui se passe, vraiment rouleau par rouleau, lettre par lettre, et savoir comment la machine est connectée pour pouvoir tout recoder ici. Si on regarde ici, là on a ILFDF, ça finit par PXRV. Donc s'il y a une erreur, jamais de la vie ça finira par PXRV. Et donc là ici, quand on exécute mon code, ça tourne. Là il y a plein de trucs de debug parce que sinon c'est impossible à débugger. Et ça commence bien par ILFDF.
et ça finit bien par PXRV. Donc ça veut dire que j'ai enfin mon programme qui fonctionne, je vais pouvoir tester la vitesse pour voir à quel point je peux pouvoir en tester. Donc après avoir transpiré un petit peu pour pouvoir coder ça, je suis pas le meilleur des développeurs, je peux enfin tester combien de temps ça prend pour pouvoir essayer une combinaison. Donc en gros là t'as mon code, donc je prends ce texte là, lorem ipsum, blablabla, et je l'encode en suivant l'algorithme de l'Enigma. Et comme je vous ai dit, il y a 17 000 possibilités de rotors différents. Donc là si je lance mon script, on va voir combien de temps ça va prendre. Attention, 2.49 secondes. Et ça, c'est la version encryptée du lorem ipsum. C'est-à-dire qu'à la main, 17 000, c'est beaucoup, mais avec un ordi, en Python, avec un programme éclaté d'un programmeur éclaté, ça prend 2 secondes à calculer toutes les possibilités. Techniquement, c'est 17 000 x 60 parce que tu peux changer l'ordre des rotors, mais ça fait quand même que 2 ou 3 minutes. Et il n'y a rien d'optimisé, ça utilise que un seul corps, c'est juste mon petit MacBook. Donc probablement que même 17 000 x 60, on est dans les 1 million de possibilités, c'est quand même rien pour un ordinateur. Mais il y a un gros problème, c'est qu'à la base, la machine était vendue commercialement à qui voulait l'acheter, et effectivement, elle avait que ces 17 000 combinaisons possibles. Mais sauf que les nazis, eux, ils étaient méfiants. Ils se sont dit, c'est un bon concept, hein, 17 000, personne va faire ça à la main, mais on veut vraiment être sûr et certain que jamais de la vie on puisse calculer toutes les possibilités. Et donc ils ont rajouté devant dans la machine un tableau de connexion où on peut échanger des lettres au hasard. On peut échanger une lettre ou 2 ou 3 ou 10 si on veut. Et donc d'après vous, si on peut échanger un peu au hasard entre 0 et 13 lettres, combien de possibilités ça rajoute à l'énigme? On peut se dire, bon, il y a 26 lettres dans l'alphabet, c'est pas tant que ça. Mais en fait, si on fait le calcul, ça rajoute plus de 150 000 millions de possibilités. Et donc, tu multiplies ça par tous les paramètres possibles d'agencement des rouleaux, ça donne 158 millions de possibilités. Le vrai nom scientifique, c'est 158 trillions. Donc, je me dis qu'il me faut plus de puissance, il me faut plus de patates pour pouvoir calculer beaucoup plus de combinaisons. Sinon, c'est pas sur mon petit laptop que je vais y arriver. Du coup, j'ai démarré 10 serveurs balèzes chez Infomaniac, qui est justement le sponsor de la vidéo. Et donc, ils ont un service de cloud public où tu peux choisir exactement la taille de machine que tu as besoin, avec exactement le bon nombre de CPU, la bonne taille de RAM. Et ils viennent même aussi de rajouter des machines avec des cartes graphiques. Et ça, dans notre cas, ça aurait pu pas mal nous aider, parce que les GPU, ils sont très bons pour faire des calculs en parallèle, exactement ce qu'on est en train de faire là. Mais bon, il aurait fallu que je refasse tout mon code et que j'apprenne à coder en parallélisme avec des GPU, ça sera pour une autre vidéo. Et 10 serveurs, à la base, je me suis dit, ça va me coûter une blinde. Sauf qu'en fait, ceux que j'ai choisis, ils ont 16 cœurs, 32 Go de RAM, mais ils coûtent que 6 centimes de l'heure. Et moi, j'en ai pas besoin pendant tant de temps que ça. En plus, ils donnent 300 € gratuits, donc autant pas se priver. Infomaniac, c'est un hébergeur qui a des data centers en Suisse, que j'ai moi-même personnellement visité il y a pas très longtemps pour ceux qui se souviennent. Ils ont des prix très compétitifs, ils ont un SAV en français, en Suisse, que j'ai moi-même rencontré aussi. Ils ont aussi plein de services comme l'email, l'envoi de fichiers, les backups, etc. Donc je te laisse aller regarder ça, je t'ai mis un lien dans la description. Et merci encore à Infomaniac pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc avec mes 10 serveurs, mes 160 cœurs, j'arrive à faire à peu près 800 000 essais par seconde, donc là t'inquiète que l'Enigma, je vais l'éclater. Donc je lance la moulinette et j'attends, et là je commence à me dire que c'est bizarre et je fais le calcul. Et en fait, si je suis à peu près à 1 million d'essais par seconde, mais qu'il y a 150 millions de possibilités, ça veut dire que ça va me prendre 150 millions de secondes, et 150 millions de secondes, ça correspond à 1736 jours. Donc là, stop, j'arrête tout parce que ça va jamais finir. Même si j'avais 1000 serveurs, ça prendrait quand même des semaines. Sachant qu'en plus, les nazis, ils changeaient le code tous les jours. Donc même si je brute force avec 1 milliard de serveurs, et bah dans la réalité, ça servira à rien. Donc il va falloir ruser un petit peu. Et donc pour ça, on va utiliser des failles qui ont été découvertes dans l'Enigma. Et la première faille, c'est que les connexions à l'intérieur des rouleaux, elles sont connues. Parce qu'en fait, toutes les machines, elles sont identiques, donc il suffit simplement d'arriver à en voler une seule, et donc on a les rouleaux qui sont exactement identiques à toutes les autres Enigma que tous les autres soldats utilisent. Mais ça, évidemment, les Allemands, ils s'en doutaient un petit peu, c'est pour ça qu'ils ont complexifié énormément le système de chiffrement. Et donc c'est une faille, entre guillemets, que j'ai déjà utilisée dans mon programme pour pouvoir calculer les différents placements des rouleaux. La faille suivante, c'est que dans le fameux panneau de connexion, ils sont pas forcément tous utilisés. Et en plus, il y a un maximum de 13. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment changer toutes les lettres. Donc ça veut dire que si on a la bonne combinaison de rouleaux, et la majorité des lettres, elles vont être en clair. En plus de ça, si on trouve un bon branchement dans le panneau de connexion, on va avoir un message qui va être un petit peu plus en clair. Si on en trouve deux, encore un petit peu plus en clair. Et ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de tester toutes les possibilités possibles. On a juste besoin de s'approcher petit à petit de la bonne solution. Et pour faire ça, une méthode qu'on peut utiliser, c'est calculer la fréquence d'apparition des lettres. Il y a une fréquence qui est connue et qui est stable en fonction de chaque langage. Et donc, plus on s'approche
proche de ce chiffre-là, plus notre message il est déchiffré. Et même si c'est très difficile avec ces techniques d'avoir exactement le message original, on peut s'approcher facilement de 80-90% de messages déchiffrés, et à partir de là, c'est facilement lisible, même s'il y a certaines lettres qui sont pas bonnes. Donc cette technique, je l'ai pas essayé, mais il y a la chaîne Computer File qui a fait ce code et qui l'a testé, je vous laisse aller voir. La faille suivante que j'ai utilisée, c'est la même que celle que Alan Turing a utilisée en 1940, et vient du fait que c'est physiquement impossible pour la machine d'encoder une lettre en cette même lettre. Ça veut dire qu'un A peut devenir n'importe quelle lettre sauf un A, un B peut devenir n'importe quelle lettre sauf un B. Et donc si on connaît un mot qui est dans le message, on peut facilement prendre ce mot, le glisser sur le message jusqu'à trouver une possibilité où il n'y a aucune lettre qui matche entre le mot que j'ai et le message chiffré. Et donc ça évidemment, plus ton mot il est grand, moins il va y avoir d'endroits potentiels dans le message chiffré où il peut rentrer. Et pour chacune des possibilités où il peut rentrer, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, comme on connaît les connexions entre les rotors, on peut déduire que par exemple, si un S est transformé en X avec une des combinaisons possibles de rotors, on a des grandes chances que ce soit celle-là. Si c'est transformé en autre chose, par exemple un F, ça veut dire qu'il y a une connexion qui est faite entre le F et le X. Et c'est pour ça qu'on voit un X. Et si on fait ce calcul-là pour toutes les lettres, soit rapidement on va avoir une incohérence, par exemple déduire que le Z est connecté au X et que le F est connecté au X, ce qui est impossible, donc on sait que c'est pas cette bonne combinaison. Bon, ça devient compliqué. Et en plus de ça, ce qui élimine encore plus de combinaisons, c'est que tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent, on sait que c'est des combinaisons impossibles, donc on n'a pas besoin de les essayer, donc ça diminue drastiquement le nombre de possibilités qu'on doit essayer. Comment j'ai galéré pendant plusieurs jours à juste coder comment l'Enigma fonctionne. Là, pour pouvoir la décoder, c'était un autre level. Mais j'ai eu un petit peu de chance. Je suis tombé sur le code de Maria Camilla qui a recréé le fonctionnement de la bombe. La bombe, c'est vraiment la machine qu'a créé Alan Turing en 1940 pour pouvoir décoder l'Enigma, sauf qu'elle l'a refait en Python. Du coup, j'ai repris son code. Je peux le configurer pour pouvoir lui donner un crib. Donc le crib, c'est un message en clair qu'on va chercher dans le message chiffré. Et quelques autres options. Je vous passe le détail, mais l'histoire de graphe. Et ça fait qu'on peut arriver et lancer notre script. Donc là, ça nous met le message en déchiffré et en chiffré. Et là, en ce moment, c'est en train de passer à travers toutes les possibilités du plugboard. Tu sais, le fameux plugboard qui rajoute des millions de possibilités. Là, ça calcule et ça élimine tous les trucs qui sont impossibles. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont éliminés, on n'a plus jamais besoin de les recalculer. Donc en fait, on va beaucoup plus vite que si on devait calculer vraiment toutes les possibilités possibles. Ou là, ça finirait jamais, même si on avait des milliers d'ordinateurs. Et donc sur un ordi normal, pareil, c'est pas un super calculateur, hein, c'est juste mon petit laptop, et ça prend à peu près 2 minutes pour nous afficher toutes les différentes possibilités qui n'ont pas été éliminées. Ah, c'est fini. Donc ça a pris à peu près 3 minutes. Donc là, ça veut dire qu'on a 478 combinaisons possibles de rotor et de plugboard, dont 117 seulement combinaisons de plugboard. Et si on va voir dans le fichier, ça nous donne toutes les combinaisons possibles. Donc là, par exemple, si on a le I qui est branché au Z et le O qui est branché au S, on a ces combinaisons de rotor là qui sont possibles, qu'on doit tester pour savoir si c'est vraiment ça la bonne solution ou pas. Donc 478 combinaisons différentes, ça paraît quand même chiant à tester, c'est sûr, si tu le fais manuellement c'est chiant, mais c'est largement possible. Surtout si t'es plusieurs personnes, surtout s'il s'agit de sauver le monde, d'arrêter la guerre, tu prends 10-15 personnes, en 1 heure c'est réglé. Mais pour un ordi, tester 500 positions, comme t'as vu au début, j'en testais 17 000 en 2 secondes. Une fois qu'on a réduit le nombre de possibilités à tester à moins de 500 possibilités, en moins de 100 millisecondes, on a trouvé le résultat. Donc là, pour résumer, ça nous a pris à peu près 3 minutes pour éliminer la plupart des possibilités, et après peut-être une demi-seconde grand max pour pouvoir calculer les 500 possibilités restantes. Et donc comment ça se compare par rapport au protocole de chiffrement qu'on a actuellement? Les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, par exemple RSA ou TLS, premièrement ils sont en binaire, ils changent pas les lettres, parce qu'on va pouvoir chiffrer peut-être autre chose que des lettres. Ils doivent s'assurer que le message est soit complètement déchiffré, soit si on n'a pas la bonne clé, ça donne n'importe quoi. De manière à ce que même si on essaie une clé qui est très proche de la vraie clé, on est quand même n'importe quoi. Et donc on peut pas utiliser ça pour pouvoir savoir si on s'approche ou pas de la bonne solution. Une deuxième chose que ces algorithmes font très bien, c'est qu'ils permettent d'être sûr que même si on sait à l'avance une partie du message, on peut pas utiliser ça pour pouvoir retrouver la clé qui a permis à générer ce message. Parce que par exemple, si je fais une requête HTTP à google.com, ce message-là entre guillemets, le début on connaît tous, parce que tout le monde fait des requêtes à Google tout le temps. Donc avec ces algorithmes-là, même si je connais exactement le message d'origine, ça me permet pas et ça m'aide pas à retrouver la clé de chiffrement. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que même avec les ordinateurs super puissants qu'on a maintenant, et même avec l'accès au cloud où on peut avoir facilement accès à des dizaines, des centaines de machines pour presque rien, c'est quand même pas assez de puissance pour pouvoir calculer toutes les manières possibles de pouvoir configurer la machine Enigma. Et ça sera toujours pas le cas pendant un bon bout de temps. Simplement parce que l'algorithme entre guillemets de la machine a des failles qu'on a pu craquer cette machine, et c'est grâce aux mathématiques et grâce à l'informatique qu'on a réussi à intercepter les messages des nazis et à arrêter la guerre beaucoup plus tôt. Si cette petite expérience t'intéresse, je te suggère d'aller voir cette vidéo.